Ensuite, le deuxième chiffre clé qu'on a, c'est le taux de conversion. Donc, le taux de conversion, la plupart d'entre vous, vous savez ce que c'est. Vous avez une boutique. J'espère que vous savez ce que c'est. Et bah, j'aimerais savoir, vous, votre taux de conversion, en général, il se situe où? Est-ce que vous avez un taux de conversion qui est en général à moins de 1%, un taux de conversion mensuel de moins de 1%? Est-ce que vous avez un taux de conversion à moins de 3%? Est-ce que vous avez un taux de conversion à plus de 3%? Est-ce que vous avez un taux de conversion au-dessus de 5%? En général, à 1%, en dessous de 1%, compliqué. En dessous de 3%, c'est ça. Il y a beaucoup de boutiques qui se situent autour de 2,5, 3%, 3,5. Au-dessus de 3, ça commence à être intéressant. Ça commence vraiment à être intéressant. Après, bien sûr, ça dépend aussi du volume. Là, des fois, quand on a des très très gros volumes, le taux de conversion peut être amené à baisser. Et au-dessus de 5%, j'en ai déjà vu aussi des 5%. Euh, 5%, c'est la fête. Donc 5%, vous ramenez du trafic, ça commence à être vraiment, vraiment intéressant. Donc là, je regarde vos réponses. Donc on a du moins de 3%. En général, vous êtes au-dessus de 3%. Ça, c'est bon. Ça, c'est très bien. Il faudrait fixer le challenge d'aller au-dessus de 4 ou au-dessus de 5, idéalement. Et ça, on peut le changer avec des petites choses. Et puis, je vois qu'il y en a qui n'ont pas d'idée de leur taux de conversion. Donc, pour ceux qui n'ont pas d'idée pour leur taux de conversion, vraiment très important, faites l'exercice. La plupart des plateformes e-commerce dans leur dashboard le permettent, que ce soit Shopify ou peu importe, où vous avez ces chiffres-là, vous pouvez aller les chercher. Donc, très important de les connaître et de les suivre de manière régulière parce que euh, c'est une des clés de votre boutique e-commerce. Donc, comme je vous disais, souvenez-vous, notre boutique B de tout à l'heure, elle avait que 2%. Si elle passe à 2,5, elle fait 5 millions au lieu de 4. Si elle passe à 3%, elle passe à 6 millions. Si elle passe à 5%, elle passe à 10 millions. Et honnêtement, on a travaillé sur un projet où le taux de conversion était à 0,41%, je me rappelle encore. Et on a réussi à le passer à 2,5, ce qui n'était pas, je vais pas dire que c'était pas facile parce qu'il y avait quand même du travail, etc. Mais en passant à 2,5, on a multiplié le chiffre d'affaires sans toucher au budget publicitaire. Donc c'est ça qui était intéressant parce qu'eux, ils faisaient beaucoup de publicité, mais le taux de conversion n'était pas assez bon. Donc on a beau amener la terre entière sur un site, et je l'ai déjà vu aussi, avec des taux à 0 points, etc. On ramène énormément de monde, mais si on a une personne sur 100 qui achète, il faut en ramener 1000 pour faire 10 ventes, ça commence à faire beaucoup. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer son taux de conversion? Donc, au niveau du site, déjà, c'est de réduire le tunnel. Quand je parle de réduire le tunnel, c'est toutes les étapes qui vont mener à la vente. Donc, encore ce matin, je parlais à une personne qui avait un site où elle avait euh, la page du produit. Du produit, au lieu d'ajouter au panier, on allait, il y avait deux formules, il fallait faire un choix. Puis après ces deux formules, on arrivait à un autre truc. Puis après, il faut s'abonner. C'est trop d'étapes. Là, on a perdu la personne, on l'a découragé. Pensez que la plupart des gens, ils vont acheter sur mobile parce que le trafic est de plus en plus mobile. Surtout si vous faites de l'achat média, vous verrez qu'en achat média, la plupart du temps, surtout pour le e-commerce, c'est du 70% en général qui vient comme trafic depuis le mobile. Donc vous avez tout intérêt à penser à ce tunnel-là, réduire ça. Ensuite, on a le temps de chargement du site. Est-ce que votre site il est long à charger? Ça peut être un tueur de vente. Un site long à charger, ça peut être un tueur de vente. Donc ça, c'est au niveau du site. Mais plus intéressant, parce que on a les pages produits. Donc ça, c'est vraiment, pour moi, c'est la clé. Euh, Est-ce que vous avez soigné vos pages produits, les accroches de vos produits? Est-ce que votre produit il s'appelle t-shirt bleu? S'il s'appelle t-shirt bleu, c'est pas très vendeur. Donc qu'est-ce que je pourrais mettre comme accroche, euh, comme nom sexy à mon produit pour pouvoir susciter un peu plus d'intérêt dans les textes que vous composez sur vos sites web? Est-ce que vous vendez des caractéristiques ou est-ce que vous vendez des bénéfices? Ça, c'est vraiment très important. Une des méthodes que j'aime, c'est de faire le fameux bullet point. Si tu achètes ça, ben, grâce à ça, tu auras ça va te procurer ça comme bénéfice. Donc, je compare souvent ça à l'industrie automobile.
Regardez quand vous regardez une pub télé sur les voitures. J'adore cet exemple-là parce que c'est très parlant et tout le monde a l'image dans la tête. Si je vous parle d'une d'un genre de voiture monospace, 6 places, etc. Vous allez voir, là, je vous dis, à quelle pub vous pensez à la télé, vous allez penser à une pub où le papa ou la maman se garde devant la belle maison, les enfants descendent, ils rabattent les sièges, etc. Donc là, qu'est-ce qu'ils sont en train de vendre quand ils font ça? Ils ne vous disent pas que la voiture consomme tant de litres au 100, qu'elle est capable d'aller à tant de kilomètres heure, etc. Ce qu'ils vous vendent, c'est grâce à ce produit-là, tu auras cette vie de famille-là. Le dimanche, tu vas faire le barbecue et tu vas faire ça et ça, ça. Ils te vendent le bénéfice du produit et pas les caractéristiques. Et je dis pas que les caractéristiques ne doivent pas être sur une fiche produit, ils doivent y être parce qu'il y en a qui vont se décider par rapport aux caractéristiques en fonction de la taille du produit, de la grandeur, peu importe. Ils doivent y être, mais c'est pas ça qui doit ressortir en premier. Celui qui va regarder les caractéristiques, quand on regarde les caractéristiques du produit, c'est qu'on est déjà intéressé par le produit. C'est juste qu'on est en train de voir les dernières spécificités pour pouvoir se décider. Mais avant de se décider, avant les caractéristiques, on a les bénéfices. Donc, quels sont les bénéfices que votre produit procure? Très important. Ensuite, il y a le côté visuel. Les visuels, on oublie souvent, mais le site e-commerce où on a le visuel sur un fond blanc, tous vos produits sur fond blanc, oui, ça va donner une unité au site, mais pareil, là, ça me fait pas vivre le produit. Si j'ai je montrais Adidas juste avant, je pense que j'ai un exemple après, je pourrais le montrer directement. C'est ça. Vous voyez la photo, ils vendent un style, ils vendent une attitude. Ils auraient pu prendre juste le hoodie, le poser sur un fond blanc, mais là, ils vendent une attitude. Regardez le produit, on parlait, bon là, il y a un croisé de marque, là, le Yoda hoodie, nanana, genre neutre, etc. C'est exactement ce qu'on dit. Donc ça aussi, c'est important, c'est les visuels. Pensez aux bénéfices quand vous faites vos visuels. Ne pensez pas aux caractéristiques du produit. Ensuite, il y a les preuves sociales. Est-ce que sur vos pages produits, vous avez des commentaires? Comme je l'ai dit, les commentaires avec photos, c'est beaucoup plus payant. Il y en a qui vont me dire, ouais, mais les gens, ils laissent pas de commentaires. Donc, il y a des choses très simples qu'on peut faire pour avoir des commentaires. C'est quand quelqu'un fait une commande, je sais par exemple sur des trucs comme Shopify, il y a des apps qui existent comme je me rappelle plus du nom de l'app, je pourrais vous la redonner, écrivez-moi ou écrivez-moi à Christopher dans les trucs et puis je vous redonnerai ça, mais qui permet d'envoyer un code promo et puis en fonction quand la personne a acheté, elle reçoit un email et puis si elle envoie une photo, un commentaire avec photo, elle va recevoir un rabais de 10%, 5%, peu importe, et ça force les gens à euh, publier des photos. Et je vous assure que ça marche et que les gens laissent des photos, ils vont vous laisser un 5 étoiles avec une belle photo de eux avec le produit. Honnêtement, il y a pas un meilleur vendeur que ça, que vos propres clients qui deviennent vos ambassadeurs. Et puis pareil, quand on va faire des campagnes, de penser à toujours demander ça. Parce que la preuve sociale, elle est vraiment importante. Ensuite, travailler le call to action. Donc, est-ce que je vais mettre mon bouton orange? Est-ce que je vais le mettre rouge? Etc. Il faut qu'il soit, il faut qu'il soit, il faut qu'il soit visible. Euh, il y a des chartes en ligne qui vous permettent de voir, par exemple, si votre site, nous, Nikeo, notre couleur de base, c'est le bleu, là, comme vous voyez en background, ben, tous les appels à l'action qu'on va faire en général sur nos sites, ils vont être en orange. Pourquoi? Parce que vous tapez couleur inversée, la couleur inversée du bleu qu'on a là, des espèces de bleu roi qu'on a, c'est le orange. Donc on sait que quand on va mettre un bouton orange, c'est la couleur qui va se refléter, qui va ressortir le plus de ça. Donc vous pouvez faire le même exercice sur votre site. Comment je pourrais faire ressortir le plus mon bouton d'appel à l'action. Donc il y a ça. Après, il peut rester unifié. Là, il y en a qui veulent pas forcément bouger les couleurs. Là, je vous montrais Adidas juste avant. Eux, Adidas, leur bouton, il est noir là pour ajouter au panier. Mais par contre, quand on scrolle la page, le bouton, il reste toujours là. Cet espace de droite, il reste toujours là. Ce qui fait que le client est toujours en contact avec le call to action. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Euh, Ensuite, il y a le A/B testing. Est-ce que vous faites du A/B testing? Est-ce que vous regardez ce que font vos visiteurs? Est-ce que vous regardez si ils ont, est-ce que c'est le bouton, comme on disait par exemple, tester un bouton, tester un titre? Est-ce que c'est le bouton rouge? Est-ce que c'est le bouton vert, etc.
Vous avez aussi des outils comme Smart Look, qui est gratuit jusqu'à un certain volume de visites. Smart Look, si je ne dis pas de bêtises, qui vous permet de faire un heatmap. Donc, il vous donne une cartographie de ce que fait, où est-ce que la souris du client se déplace. Donc, par exemple, il va vous montrer, OK, la souris, elle est là. Il va vous montrer, ici, c'est rouge, ça veut dire que ça s'approche c'est dommage, je ne l'ai pas mis en photo, j'aurais pu le rajouter, mais il va vous montrer vraiment la cartographie sur ordinateur et sur mobile. Et vous allez voir que le comportement, il est complètement différent sur ordinateur et sur mobile. C'est pour ça que quand vous pensez à votre page, vous construisez votre page, vous regardez votre site, le réflexe qu'on a, c'est de le regarder sur l'ordinateur. Mais est-ce que sur téléphone mobile, votre page produit, elle est aussi efficace que sur l'ordinateur? Donc ça, c'est très important. Puis après, il y a la mise en avant des promotions. Vous faites des promotions. Est-ce qu'on les voit au premier coup d'œil? Si on a besoin de scroller 3-4 fois notre écran de téléphone pour voir la promotion, c'est pas bon parce que la personne qui va arriver, elle aura 2 ou 3 secondes pour se décider. Et puis, elle aura peut-être pas envie de scroller tout l'écran pour voir l'information. Je vois, j'ai une question de Jean. Dans le cas où j'ai une boutique de custom, je n'ai pas nécessairement des photos avec les ensembles produits. Est-ce que je suis mieux d'ajouter des photos avec certains items portés, même si, comme tu disais, euh, idéalement, c'est mieux d'avoir des produits, des photos avec des personnes qui portent les produits. On a eu un peu la même problématique avec la boutique Nike de la Fédération justement d'Athlétique Canada, où on a remarqué que les photos qui ont, surtout en plus si c'est des dessins, des designs, ça nuit beaucoup à la vente. Je l'ai vu sur beaucoup de boutiques où le produit c'était comme tu disais, un produit personnalisé. Euh, ça l'impact parce que les gens maintenant se rendent compte que c'est ça et sont plus frileux d'acheter un produit. Il y en a qui vont l'acheter, ça marche, il y en a qui vont l'acheter, mais qui sont plus frileux de le fait de voir le produit, de le voir. Vous, c'est du triathlon, donc de voir le produit, de voir quelqu'un en action avec le produit, etc., ou des belles photos, entre guillemets, lifestyle, ça contribue beaucoup au succès du produit. Mais si au départ, bah, c'est ça, mais au fur et à mesure que les produits sont commandés, d'essayer de faire un shooting photo des produits, oui, ça c'est vraiment, vraiment important. Je le vois encore trop souvent. Ensuite, on a les check-out pour votre taux de conversion. Donc, le check-out, il faut rassurer la personne. Euh, Est-ce que sur votre site, il y a indiqué que le paiement est sécurisé? Vous travaillez avec une plateforme solide qui gère les paiements euh, comme Shopify. Est-ce que vous avez indiqué que les paiements sont sécurisés, etc. Des fois, il suffit juste d'un petit détail comme ça pour que la personne prenne le risque. Dites-vous qu'une personne qui achète chez vous, et ça, gardez-le en tête parce que c'est vraiment très important, c'est qu'elle a suffisamment confiance en votre site internet pour vous confier son numéro de carte de crédit. Ce qui veut dire que il faut que tout soit au top. Donc, on parle aussi des coquilles, des fautes d'orthographe, de la sécurité du paiement. Donc, tout ça, c'est vraiment important. Il faut vraiment pas le bâcler. Euh, des fois, il vaut mieux avoir 10 pages hyper efficaces sur son site de e-commerce plutôt que d'en avoir 100 000 qui soient moyennes. Donc, ça, c'est vraiment important. Donc, le checkout pour améliorer le taux de conversion, donc rassurer avec les éléments, comme je dis, paiement sécurisé, etc. Proposer différents moyens de paiement, ça aussi, je l'ai vu. Il y en a qui vont dire, bon, moi, je sais que PayPal, et puis c'est tout. Sauf qu'il y en a qui n'ont pas confiance en PayPal, donc ils n'achètent pas. Minimum carte de crédit PayPal, ça, c'est le minimum. Après, vous pourrez rajouter tout ce que vous voulez. Plus vous en avez, mieux c'est. Donc, ces étapes-là sont très importantes. Éviter aussi je sais que souvent les sites, et c'est très tentant de le faire, proposent de s'inscrire, de se login avant d'acheter, créer son compte utilisateur. Ça, c'est bien si, comme je dis, si je suis Adidas, si je suis une grosse boutique où j'ai bien fidélisé une clientèle et je peux me permettre de faire ça. Euh, Si je suis un jeune e-commerce ou si mon commerce n'a pas une assez grande envergure comme ça, c'est mieux d'abandonner le côté créer un compte, surtout si vous n'allez pas l'optimiser derrière. De toute façon, par défaut, vous allez récupérer ses coordonnées, téléphone, adresse, email, adresse postale. Donc, de toute façon, ils vont être dans votre base de données. C'est juste qu'ils n'auront pas de compte, ils sont obligés de rentrer leur information la prochaine fois. Mais vous les aurez dans votre base de données. Donc, rien n'est perdu. Si demain, vous avez eu 1 million d'acheteurs et vous décidez de créer une section, pour se loguer sur le site,
Vous aurez simplement à écrire un message à tous les clients fidèles qui ont fait plus de deux achats ou 3 achats, un email pour leur dire: «Voilà, vous pouvez créer votre compte et on vous offre un un coupon de temps et puis, pour créer votre compte» et puis là, vous allez voir que tout le monde, toutes les personnes intéressées vont pouvoir créer leur compte. Donc de base, ne le faites pas, laissez-le plutôt, laissez plutôt le parcours client le plus court possible, autant que vous pouvez.